Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actualité F1, votre rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis à 16h. On revient sur toutes les news du monde de la Formule 1 et aujourd'hui, on va parler politique. Et oui, c'est un des aspects du sport et plus particulièrement de notre sport, la Formule 1, qui, vous le savez, implique notamment de très grosses sommes d'argent et cela engendre de très nombreux conflits d'ordre politique en fait entre les différentes institutions de ce sport et particulièrement à l'heure actuelle entre la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, et la F1, le championnat du monde de Formule 1, qui est une entité à part entière, qui est par ailleurs à l'heure actuelle détentrice des droits de télévision par exemple pour une durée de 100 ans, donc jusqu'au début du prochain siècle. La FIA a loué les droits de diffusion jusqu'à la F1 qui peut en faire ce qu'elle veut. Mais vous allez voir que la FIA continue de vouloir un petit peu s'impliquer là-dedans et notamment avec l'influence de son nouveau président Mohamed Ben Sulayem qui veut vraiment redonner de l'importance à cette institution tandis que depuis des années la F1 se gérait un peu toute seule et que la FIA était simplement là pour chapeauter. Là vraiment Mohamed Ben Sulayem a envie de replacer donc cette institution au cœur du jeu politique en Formule 1 et un conflit a particulièrement commencé à raviver des tensions entre F1 et FIA assez récemment, c'est la question de l'arrivée d'Andretti Cadillac en Formule 1. La F1 y est assez opposée, notamment à l'écoute des écuries et principalement pour des raisons financières de leur côté, tandis que la FIA y est favorable et que son président l'a clairement exprimé à plusieurs reprises sur Twitter, outil qu'il a réutilisé cette semaine pour s'exprimer personnellement et au nom de la FIA sur les rumeurs d'une offre de rachat qui aurait été formulée par des investisseurs venant d'Arabie Saoudite, un rachat de cette fois la Formule 1 à hauteur de 20 milliards de dollars. Il faut savoir que la F1 elle appartient à Liberty Media qui l'avait racheté en 2017 pour 4,4 milliards de dollars. C'est un prix que Mohamed Ben Sulayem juge exagéré et surtout selon lui cela pénaliserait beaucoup par la suite les fans et le sport en général parce que cet investissement il faudrait le rentabiliser et ça risquerait de faire monter très haut les fameux coûts de diffusion qui sont toujours donc détenus par la F1 et son propriétaire pendant encore près d'un siècle et ça pourrait aussi risquer par exemple de faire augmenter le prix des billets pour se rendre sur un Grand Prix de Formule 1 quand on sait déjà que c'est très loin d'être donné. Effectivement pour les supporters ce serait un petit peu compliqué, mais en tout cas la F1 a réagi à ces propos dans une lettre, des propos qu'elle a jugés inacceptables en estimant que Mohamed Ben Sulayem et la FIA n'avaient pas à interférer dans la gestion du championnat du monde. On sent clairement qu'il y a un très gros conflit d'intérêts et pas vraiment de possibilité de le résoudre à l'heure actuelle. C'est vraiment des guerres d'influence, une influence qu'essaye de récupérer la FIA et son nouveau président, parce que je vous rappelle que Ben Sulayem, ça ne fait qu'un an qu'il est en place. On verra où mènera cette crise, si on peut en parler ainsi, en tout cas quelles seront les issues de ce conflit, mais pour l'instant la F1 semble quand même avoir l'avantage dans le rapport de force. À côté de ça, F1 et FIA doivent tout de même travailler ensemble pour planifier le futur de la discipline et notamment avec l'aspect du directeur de course qui, vous le savez, est une question assez conflictuelle depuis le départ fin 2021 de Michael Masi. Il avait été un petit peu évincé, mais en tout cas remplacé en 2022 par Eduardo Freitas et Nils Wittich, et bien ce dernier restera, comme ce fut le cas en fin de saison, l'unique directeur de course de la Formule 1 en 2023, en sachant que la FIA veut en former de nouveaux pour l'avenir. Donc on n'est pas encore complètement convaincu du job de Nils Wittich, mais il a été confirmé seul à son poste, sachant que pour Eduardo Freitas, le dernier Grand Prix dont il aura été le directeur de course restera le Grand Prix du Japon 2022, et le fait de voir une grue sur la piste alors que des Formule 1 tournaient à côté et notamment du côté de Pierre Gasly lui aura sans doute coûté sa place. Mais la FIA prépare aussi du plus long terme avec notamment la question des moteurs de 2026 que l'on essaye de programmer. F1 et FIA doivent désormais s'accorder sur un règlement technique, on le sait, ce sera ça la plus grosse révolution des moteurs de 2026. Et là-dessus, il y a des discussions qui se font en compagnie des potentiels futurs fournisseurs moteurs. Alors bon, je ne vous apprends rien, il y a forcément Renault, même si l'équipe de Formule 1 s'appelle Alpine, les moteurs sont toujours badgés Renault, Mercedes, Ferrari et
Red Bull à l'heure actuelle, puisqu'ils ont tout de même une entité qui produit des moteurs, mais surtout Honda s'est inscrit en tant que fournisseur intéressé, de même que Audi qui eux rejoindront la discipline, mais on constate que Honda, à peine parti fin 2021, programme déjà son retour. Alors déjà que le badge Honda fait son retour normalement sur la Red Bull cette année, ça va être à la fois Red Bull Powertrain et Honda, même si au fond ce ne sont quasiment que des moteurs Honda puisqu'ils sont toujours assemblés au Japon. Il y a seulement un peu de supervision, bon il y a quand même encore du boulot, mais qui se fait du côté de chez Red Bull. Mais en tout cas Honda va reprendre de l'importance au sein de l'écurie et donc s'inscrit pour un potentiel retour à temps plein en 2026. En tout cas clairement ils ne sont pas désintéressés de ce futur règlement et on verra s'ils reviennent. Du côté de Red Bull on se questionnera aussi pour savoir si Honda sera choisi parce que Autosport a révélé que Ford voulait potentiellement revenir en Formule 1 et avec Red Bull. Mais la particularité de Ford, c'est qu'il pourrait revenir uniquement en tant que sponsor et pas forcément pour faire des moteurs. Alors là, on va vraiment dans la spéculation, mais si on veut la pousser au maximum, on pourrait avoir une Red Bull Ford motorisée par Honda. Bon, scénario très très hypothétique, mais qui n'est pas complètement impossible. En tout cas, le retour du constructeur américain est à envisager, de même que le retour du motoriste japonais. Dernier volet sur la FIA en 2023 et c'est officiel puisque c'est tiré tout simplement du règlement. Elle interdit les déclarations ou commentaires politiques, religieux et personnels aux pilotes, ce qui signifie bien que l'on n'aura par exemple plus a priori de t-shirt avec un message, de genoux à terre avant un Grand Prix. Bref, c'est la fin de la très large campagne contre les discriminations qui avait été lancée en 2020, notamment sous l'impulsion de leaders tels Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel. C'est aussi la fin, on l'imagine, du We Race as One, le fameux arc-en-ciel aux couleurs des écuries pour dire que nous étions tous ensemble contre les discriminations. Fin donc des symboles d'unité et de lutte contre tout simplement les discriminations. Un petit peu étonnant de la part de la FIA, on n'a pas trop compris dans le monde du sport automobile. En tout cas, on cherche à dépolitiser les pilotes. On attend de voir quelles seront les réactions lors du premier Grand Prix du côté de Bahreïn, notamment celle d'un Lewis Hamilton qui a bien souvent été le premier à lutter contre les discriminations, qui révélait encore cette semaine avoir souffert énormément du racisme à l'école. Allez, on enchaîne avec là aussi des éléments relatifs au règlement de Formule 1 2023 et relatifs notamment à ce fameux cap budgétaire qui a été introduit en 2021. Puisque souvenez-vous, il ne comporte pas qu'une limite de budget, mais aussi des restrictions en matière d'aérodynamique et Turn One nous les a récapitulées. Pour la saison 2023, toutes les écuries n'auront pas les mêmes temps de soufflerie, très loin de là, puisque il y a une base qui va être établie au niveau de McLaren, 5e du classement, et par rapport à cela, chaque écurie va se voir ajouter ou enlever un certain pourcentage d'heures. Dans les faits, ça va donner 60 heures de soufflerie en plus ou en moins, sachant que Red Bull a déjà 10% déduit en plus. Ça donne une conséquence de Red Bull à seulement 756 heures de soufflerie, quand par exemple Williams en aura 1380, près du double. Bon alors là ce sont des chiffres qui ne veulent pas dire grand chose quand on les voit comme ça, mais ce qu'il faut comprendre en tout cas c'est que l'écurie qui a fini en tête du championnat des constructeurs a le moins de temps de soufflerie, quand celle qui a fini dernière en a le plus. Cela est censé permettre de combler les écarts qu'il y a au maximum. Et donc, on note que Red Bull a cette fameuse déduction en raison de son dépassement sur le budget en 2021. Et deuxième petite note, c'est que ces temps de soufflerie seront réévalués à la mi-saison, c'est-à-dire juste après le Grand Prix du Canada, en fonction du classement constructeur à ce moment-là. Et puisqu'on parle un petit peu de cap budgétaire, j'en profite pour saluer Daniel Ricciardo qui est en train de profiter de ses vacances très probablement en Australie à l'heure actuelle et vous informer que d'après Racing News 365, la résiliation de son contrat aurait coûté 18 millions de dollars à McLaren. Pour rappel, Daniel Ricciardo avait un contrat jusqu'à la fin de la saison 2023 avec l'écurie britannique. Celle-ci a décidé de s'en séparer pour promouvoir Oscar Piastri.
Et donc Ricciardo a forcément touché une indemnité de licenciement, comme dans une entreprise normale. Il lui est resté 1 an de contrat. Son salaire, on savait qu'il était entre les 15 et 20 millions. En tout cas, l'indemnité, d'après Racing News 365, s'élèvera à 18 millions de dollars. Ça va faire un petit trou dans le budget de McLaren pour l'année prochaine. Haas a confirmé cette semaine que Pietro Fittipaldi continuerait d'être le pilote réserviste de l'équipe. Ça fait déjà un petit moment qu'il l'est. Il avait notamment remplacé Romain Grosjean en fin de saison 2020 après son accident spectaculaire pour le Grand Prix de Sakhir et le Grand Prix d'Abu Dhabi. Et donc il se tient toujours prêt à monter dans la monoplace, ce qui a permis à motorsport.com de nous faire un petit tableau récapitulatif des pilotes de réserve où l'on constate les différences de stratégie entre toutes les écuries. Vous avez des écuries comme Mercedes ou Sauber où là c'est clair, c'est établi, on a un remplaçant, dès qu'il y aura un souci c'est lui qui monte dans la voiture. Chez Mercedes c'est Mick Schumacher et chez Sauber Alfa Romeo c'est Théo Pourchaire. Vous avez des écuries comme Red Bull qui ont beaucoup de pilotes de réserve, de développement pour aller faire soit du simulateur, soit de la promotion du côté de chez Daniel Ricciardo. Red Bull en tout cas a 4 pilotes officiels comme pilotes essayeurs et pilotes réservistes. On parle là donc forcément de Daniel Ricciardo, Liam Lawson, Dennis Hauger et Zane Maloney. Sachant que Red Bull est l'écurie qui sera la plus représentée en formule de promotion. L'avenir semble être plutôt assuré. Et puis enfin, vous avez des écuries comme Alpine. Il me semble que c'est la seule à l'heure actuelle parce qu'AlphaTauri emprunte ses réservistes à Red Bull par exemple. Alpine est la seule pour l'instant à ne pas avoir officialisé ses pilotes ou son pilote essayeur et réserviste. C'est a priori Jack Doohan qui occupera cette fonction. Si jamais il y a un souci, le pilote de Formule 2 semble être le plus apte de l'Académie Alpine à se glisser dans le baquet et on s'attend à ce que ce soit lui le remplaçant en cas de souci. En tout cas, ce petit tableau est à conserver précieusement au cas où il y aurait un souci pour l'un des pilotes pendant la saison. Et petite info très rapide pour vous dire que les numéros des pilotes en 2023 ont été confirmés. Nico Hülkenberg récupère son numéro 27 et les rookies choisissent le 2 pour Logan Sargent, le 21 pour Nick De Vries et le 81 pour Oscar Piastri. Ça y est, on a toutes les dates des présentations des F1 de 2022 et ça va commencer très rapidement, encore plus rapidement que ce qu'on pensait puisque Haas va présenter sa nouvelle monoplace le 31 janvier. Ça va arriver extrêmement vite, c'est mardi prochain tout simplement. Alors, bien sûr, comme d'habitude, ils nous ont fait la classique Haas. On attend que tout le monde ait donné sa date de présentation pour la présenter en premier et ne présenter que la livrée. A priori, sur l'aspect technique, il n'y aura pas grand-chose. Mais comme d'habitude et comme chaque année, ne vous inquiétez pas, on se retrouvera pour découvrir toutes ces nouvelles Formule 1. Donc la première vidéo portera sur la nouvelle Haas dès mardi prochain. Je l'espère, je vais faire au mieux pour sortir toutes ces vidéos au plus vite. Et la dernière date qui a été confirmée, c'est celle de la dernière Alfa Romeo Sauber le 7 février, puisque je vous le rappelle, Alfa Romeo ne sera plus sponsor de Sauber en 2024. On a eu quand même le droit à des livrées vraiment magnifiques de ce côté-là, donc hâte de voir la dernière et vraiment hâte que cette période de présentation des nouvelles monoplaces commence. Allez, on termine avec un petit peu d'actu F2, mais là il y a vraiment de quoi en parler puisque on a eu la confirmation que l'on aurait bien 4 pilotes français sur le plateau de l'antichambre de la Formule 1 l'année prochaine. Et c'est pas des moindres puisque Isaac Hadjar a été confirmé chez Hi-Tech pour cette saison. Helmut Marko l'avait annoncé très tôt dans l'année qu'il serait promu en Formule 2. Ce sera donc bien chez Hi-Tech comme pressenti. Line-up 100% français chez Art et line-up de grande qualité. Théo Pourchaire rempile pour une 3e saison en Formule 2 avec l'obligation de remporter le titre s'il veut vraiment accéder à la Formule 1. Et il sera accompagné par Victor Martins, champion de F3 en titre, promu au sein de la structure Art et qui va avoir le temps de bien apprendre en Formule 2. Clément Novalak, le dernier pilote français de cette grille, qui lui part chez Trident pour cette saison, sa 2e saison en Formule 2. Je vous le rappelle, il avait terminé 3e du championnat de F3 en 2021. Sur ce, bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce week-end, c'est la Race of Champions où se retrouvent des champions de tous les horizons du sport automobile, d'un Sébastien Vettel de retour à un Sébastien Loeb. On va avoir des
des affrontements absolument fantastiques. Si vous voulez suivre ça, c'est diffusé sur MyCanal et sur Canal+, tout simplement. Et d'ici là, eh bien, écoutez, nous, on se retrouve mardi prochain pour découvrir la nouvelle EAS. Et forcément, jeudi prochain à 16h, même rendez-vous, même heure pour les actus et le récap de l'actualité F1. D'ici là, eh bien, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!